et bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série B décomplexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu, Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal+, Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte, le voici, débraillé et hautement alcoolisé tel un détective privé chelou en voie de clochardisation, Marc Carlin. Salut Marc. Yeah baby. Salut Yann. Aujourd'hui dans Cult Fiction, The Nice Guys, film noir délirant sorti au cinéma le 16 mai 2016 et disponible actuellement sur Netflix. Je suis pas dans les pages jaunes. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous pouvez faire appel à moi. Jackson Haley. Quand tu verras le docteur, non, dis-lui que t'as une fracture spiroïde du radius. Non. Inspire. Alors Marc, The Nice Guys, ça raconte quoi? On est à Los Angeles dans les années 70. Une star du porno répondant au doux nom de Misty Mountains est retrouvée morte au volant de sa voiture. Un détective privé franchement alcoolique et assez incapable est engagé par la tante de cette pornstar car elle soutient que sa nièce est toujours vivante et qu'elle l'a vue. Parallèlement, un homme de main plutôt bourru va croiser sa route et ils se mettent ensemble sur la trace d'une jeune fille prénommée Amelia qui pourrait bien détenir quelques secrets. Je travaille pour le ministère de la Justice. Ma fille Amelia est en danger. Retrouvez-la et protégez-la. March, Jack Haley, je veux que tu retrouves Amelia. Tu bouges pas. Vous avez vu cette fille? Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Il arrêtera de faire ça. Faire quoi? Ça. Marc, ce film est réalisé par Shane Black. Shane Black, c'est quelqu'un de très très célèbre à Hollywood. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler sa carrière à ce monsieur? Alors vous connaissez pas forcément son nom, mais vous avez sans doute entendu certains de ses dialogues. Parce qu'avant d'être réalisateur, Shane Black, c'est un scénariste, et pas n'importe quel scénariste. À 23 ans, il vend un script à la Warner sur une comédie policière, sur deux flics, un jeune chien fou et un vieux briscard. Et c'est L'Arme Fatale, énorme succès. Et Shane Black devient, comme ça, en un film, le scénariste le plus cool d'Hollywood. Et un des plus payés, à cette époque-là, c'était vraiment l'époque des scénaristes stars, en fait. Donc Shane Black, il va enchaîner, du coup, en quelques années, plusieurs scénarios pour des films que tout le monde connaît. Last Action Hero avec Schwarzenegger, Le Dernier Samaritain avec Bruce Willis, L'Arme Fatale 2, et puis Au revoir à jamais avec Gina Davis, de mon presque homonyme Rennie Harlin. Et pour ce film, il va empocher 4 millions de dollars. Ouais, et c'est marrant parce que les films dont tu parles là, ça sont tous été des échecs plus ou moins cuisants, et il a vraiment disparu après Au revoir à jamais, Shane Black, dans les limbes. À noter aussi qu'il a un peu écrit, il n'est pas crédité, mais sur Predator. Oui. Et il joue dedans. Ouais. Il a un petit rôle assez marrant d'ailleurs, Shane Black. C'est le roi des gunfights, le roi des scènes d'action et le roi des punchlines. Et pour moi, son chef-d'œuvre de scénario, c'est Le Dernier Samaritain. C'est gunfight plus punchline tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. C'est à mourir de rire et en même temps ultra violent, ultra direct. C'est un scénariste vraiment fabuleux. Et donc après, il est passé à la mise en scène en 2005 avec Kiss Kiss Bang Bang. Voilà, un polar qui a remis aussi en selle un acteur, Robert Downey Jr. Ouais, un petit acteur là dont on parle pas beaucoup là, qui a fait quelques petits films ces derniers temps. Et c'est avant Marvel, c'est avant Iron Man. Et d'ailleurs, en plus, c'est pour ça que Shane Black réalisera le Iron Man 3, parce que Robert Downey Jr. a imposé Shane Black sur le film, et Shane Black aurait relu en tout cas le scénar de Iron Man. Donc en fait, ils ont vraiment gardé une vraie connexion hyper importante les deux. Et moi, alors pour le coup, Iron Man 3, je trouve ça génial parce que c'est un vrai troll des films Marvel. C'est Shane Black qui arrive, il fait « je fais mon film ». Et tout le MCU là, rien à battre. Et d'ailleurs, pour le coup, au final, le film a été complètement sorti de l'imagerie du MCU. Ils savaient plus quoi en faire. Et pourtant, c'est le plus gros succès de la trilogie Iron Man, quoi. Les fans de Marvel ont détesté le film. Et moi, c'est pour ça que c'est vraiment un de mes Marvel préférés, parce que c'est tellement vraiment what the fuck, c'est très drôle. T'es vraiment dans un film de Shane Black. C'est un film que Marvel ne ferait plus aujourd'hui, à mon avis. Non. En fait, c'est vraiment le vrai film de flibustier de Marvel. Là, maintenant, ils ont Waititi qui fait... Qui a fait les Thor et tout, qui est soi-disant l'empereur du cool, mais le vrai premier réalisateur qui a pris à bras-le-corps les films Marvel et qui a essayé d'en faire quelque chose d'autre, c'est Shane Black. Et ça n'a pas du tout marché. En tout cas, au niveau du public, ils ont vraiment détesté, même si ça a vraiment très bien marché. Et après, malheureusement, après The Nice Guys, Shane Black est revenu à ses premiers amours. Il a réalisé The Predator. Le remake. La suite. Ouais, suite remake. Et c'est une catastrophe. Le film a été remonté, c'est une boucherie. Ça commence plutôt bien. T'es vraiment dans un film de Shane Black et après, alors, ça part en sucette et c'est vraiment une catastrophe. Et revenons à The Nice Guys. Oui, parce que Nice Guys, c'est quand même le buddy movie par excellence. Le buddy movie qui est un sous-genre du polar
l'art américain, qui a été plus ou moins inventé par Walter Hill avec 48 heures et après Double détente, mais vraiment celui qui l'a fait exploser aux yeux du monde, bah, c'est vraiment Shane Black avec L'Arme Fatale dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça, bah, le buddy movie, pour dire rapidement, donc c'est deux personnages qui en général tout opposent. Mais en fait, si. Mais en fait, ils se retrouvent voilà, à collaborer et finalement ils s'aiment bien. C'est souvent des flics, mais pas toujours. Ouais. Ça a fait un sous-genre, le buddy cop movie. Mais en fait, en France aussi, on a des buddy movies finalement, parce que les films de Francis Weber, c'est La Chèvre, c'est un buddy movie aussi. Oui, enfin c'est on pourrait dire ça, c'est les prémices, l'inventeur du buddy movie, c'est Francis Weber. C'est Francis Weber. Ah, on peut annoncer ça, on peut avancer ça comme ça tranquillement. Je suis vivant! T'es vraiment le pire détective du monde. Le pire du monde. Personne n'a souffert. Plein de monde a souffert. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont morts rapidement. Ils ont rien dû sentir. Et bon, donc pour The Nice Guys, donc Shane Black a coécrit le film avec un mec qui s'appelle Anthony Bagarozzi. Et à la base, The Nice Guys devait être une série télé. Et je trouve, quand tu vois le film, que tu le sens vraiment. Pilote de série shooté aux stéroïdes, à la marijuana, au film porno des années 70. Vraiment, c'est un film... Il se passe énormément de choses dans The Nice Guys. Enfin, ça n'arrête jamais. Le scénario, c'est un scénario à tiroir, donc ça n'arrête pas de rebondir dans tous les coins. Et ça, c'est assez appréciable. C'est qu'il y a un rythme quand même assez dingue. En fait, en transposant ces deux loulous, ces deux flics un peu vraiment bizarres et en même temps chaleureux dans les années 70, Shane Black, il fait exploser un peu tous les curseurs. Et en fait, t'as l'impression dans une version défoncée aux stéroïdes et à la coke du privé d'Altman, qui était déjà une espèce de relecture du film noir et tout. Et donc vraiment, c'est ça, c'est en mélangeant le film noir et la comédie et les gunfights et le côté postmoderne qui fait que le film est vraiment explosif, quoi. Et d'ailleurs, Shane Black, ses grandes influences, c'est ça, c'est le roman noir. Ce qu'on appelle le hard-boiled, c'est vraiment... voilà, les romans avec des privés, voilà. Et puis évidemment le cinéma des années 30-40, les westerns aussi, je crois. Je crois qu'il avait dit qu'en gros, tous ces scénarios étaient des espèces de westerns déguisés. Donc voilà, ça, c'est ses grandes influences et on le ressent dans The Nice Guys. Ouais, et en fait, et ce qui est aussi très très fort, effectivement, c'est que c'est là où on voit que c'est un immense scénariste quand on lui laisse un peu les mains libres. C'est qu'il est capable de mélanger effectivement le cinéma d'action bourrin, premier degré, de l'humour, la scène de rencontre entre Russell Crowe et Ryan Gosling, à pleurer de rire, leur deuxième scène de rencontre dans les toilettes d'un bowling, c'est pareil, à hurler de rire, et en même temps, derrière cet humour, cette légèreté, assez sanguinaire parce que t'as un body count qui plaisante pas quand même. T'as aussi des sauts des virages scénaristiques super violents. Ça fait que tu passes tout d'un coup d'une légèreté absolue à une dureté, une tristesse. Tu vois, il n'hésite pas souvent à faire mourir des personnages hyper importants. Ouais. En plein milieu du film, et t'es là, tu fais « Ah, mais c'était normalement une comédie, pourquoi je rigole plus là ?» Et le film est hyper travaillé. En le revoyant, on se rend compte qu'il y a des petits détails tout le temps qui sont censés vous mettre la puce à l'oreille sur les personnages. Il y a des choses à voir en arrière-plan tout le temps, en fait. Ah oui, non, mais c'est un film foisonnant. Mais vraiment, le truc est... la base, c'est le duo d'acteurs qui est quand même complètement ouf. Ryan Gosling, Russell Crowe. Ryan Gosling, ouais, je savais pas qu'il était capable d'être aussi drôle dans un film. Il était déjà un peu drôle dans The Big Short, mais là, dans ce film, il est génial. Complètement loser. À un moment, sa fille, donc, qui vit avec lui dit « Mais t'es le pire détective privé du monde, quoi. » Ce qui ne sera pas finalement le cas tout à fait. Hein. Mais oui, parce qu'en fait, derrière son côté complètement loser, alcoolique, incapable, d'ailleurs, il y a une scène où il essaye de rentrer, de cambrioler un bar qui est pareil, tombe de rire. Mais en même temps, le mec, il plaisante pas, quoi. Quand il faut aller à la baston, il y a aucun problème, il a pas peur et tout. C'est l'archétype des personnages de Shane Black, comme pouvait être Bruce Willis dans Dernier Samaritain. C'est derrière son côté clodo, c'est le Terminator, quoi. C'est dès qu'il faut aller tuer des gens, il y a aucun problème, il est totalement impitoyable. Et d'ailleurs, tu parlais de sa fille qui est absolument excellente aussi, qui est jouée par Angourie Rice, qui est une jeune actrice australienne qu'on a vue régulièrement dans les 2 derniers Spider-Man. Et qu'on a découvert dans This Final Hour, un film apocalyptique australien assez impressionnant en 2013. Il y a souvent des personnages d'enfants ou de jeunes adolescents dans les films de Shane Black qui fonctionnent un peu comme ça, comme des espèces de personnages qui rappellent au personnage principal ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter. Et là, il y a une relation avec le personnage de Russell Crowe que je trouve hyper touchante. Mais oui, en fait, c'est son père de substitution. Tu peux pas tuer quelqu'un comme ça. Ouais, mais en fait, c'est ça. Ouais, effectivement, il l'a fait souvent dans ses films. C'est les adultes qui sont des enfants complètement inconscients et les enfants qui sont des adultes, c'est eux qui ont la morale, qui essayent de remettre les gens dans le droit chemin, et en même temps qui parlent comme des charretiers, comme leurs parents, quoi. Tu vois. Vraiment, c'est des cocktails assez incroyables. Et dans ce film, ça marche à la perfection. Roland March est là. Monsieur March, on va s'amuser tous les deux. Je crois que vous vous êtes trompé de maison. Le jeu s'appelle Tu la fermes, c'est moi qui parle. J'adore ça.
ce jeu. Donc on a parlé de Ryan Gosling, mais Russell Crowe aussi, il est génial. Enfin, espèce d'ours comme ça, bourru, à la fois violent, imprévisible, et en même temps hyper tendre, hyper attachant, un peu déphasé aussi. Enfin, il est génial. Les deux, ça fonctionne très Ouais, bien. c'est un duo fabuleux. C'est vraiment le meilleur duo de comédie policière qu'on a eu vraiment depuis des années. Hein. Dans les seconds rôles aussi, on peut noter la présence de Margaret Qualley, qui n'est autre que la fille de Andy McDowell, et qu'on a vu récemment dans Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, en hippie sale qui essaye de draguer Brad Pitt. Voilà, dans le film de Quentin Tarantino. Et en parlant de fils de star, on a aussi Jack Kilmer, le fils de Val Kilmer, qui faisait un petit tour. Et on a aussi la vieille baderne Keith David qu'on a vu dans un nombre invraisemblable de films d'action. Et aussi Kim Basinger. Et Kim Basinger, ouais, j'allais le dire. Kim Basinger qui joue donc le rôle de la mère de Amelia. Pas vraiment clean, hein, on va dire, le personnage. Alors, elle est ministre de la Justice, je crois, ou quelque chose comme ça. Non, elle est procureure. Procureure. Et en gros, elle est évidemment liée à toute cette sombre histoire. C'est assez rocambolesque, hein, quand même, faut le dire. Mais oui, mais c'est ça qui est super, c'est une espèce de cocktail effectivement, de roman noir. Et t'es dans une époque de liberté sexuelle. Ça picole, ça parle, on est dans un monde de porn star, donc sexuellement c'est totalement ouvert, débridé, on s'en fout. Il y a une scène dans une fête qui est juste à pleurer de rire, qui rappelle aussi un peu The Big Lebowski, la scène avec Ben Gazzara. Il y a une ambiance Big Lebowski dans le film. Et vraiment, mais shooté, quoi, vraiment super vénère. C'est vraiment un film qui a pas super bien marché à sa sortie. Non, c'est vrai. Tu parlais juste des dialogues. Enfin voilà, moi j'adore les punchlines de Shane Black. Et il y en a une que j'ai notée qui m'a beaucoup fait rire et qui est au début du film. Le personnage de Russell Crowe dit « Le mariage, c'est acheter une maison avec quelqu'un que tu détestes. » Il faut savoir que Shane Black glisse souvent des punchlines assez salées sur le mariage, le divorce. Je pense que c'est lié à son histoire personnelle sans doute. Et ça, c'est drôle. Enfin voilà, il y a plein de phrases qu'on a envie de se ressortir après entre amis. C'est un film qui a des dialogues qui auraient pu devenir culte, mais comme tu le dis, qui n'a pas eu suffisamment de succès pour devenir culte pour l'instant, je crois. Mais ouais, je pense que ça va le devenir au bout d'un moment, mais ouais, effectivement. C'est encore un peu tôt, peut-être. En France, il a fait moins de 200 000 entrées, c'est vraiment pas beaucoup, et il a à peine atteint son budget en box-office mondial, c'est 60 millions pour 50 millions de budget, donc c'est un film qui est passé assez inaperçu, alors que je pense que les critiques ont vraiment adoré le film, parce que Shane Black, à cette époque-là, il avait vraiment la carte. Maintenant, c'est un peu fini avec Predator, c'est viandé, donc, et même maintenant, on sait pas trop ce qu'il va faire. À un moment, il était censé faire un remake d'un film d'aventure d'un personnage qui s'appelle Doc Savage, donc un truc assez bizarre, mais ça fait des années qu'il est censé faire ça, donc il a complètement disparu de la circulation. C'est vraiment dommage de voir qu'un film aussi fort et aussi drôle et aussi puissant et aussi fou ne fonctionne pas et ne reste pas et ne permet pas à son réalisateur de continuer à faire des films comme ça, quoi. Et surtout, c'est un film tellement fun, quoi. Enfin, tellement cool. Tu peux le revoir sans problème, tu peux le montrer à des amis, tu sais que tu vas passer une bonne soirée, quoi. Ouais, t'es pas loin des meilleurs films de Tarantino. Ouais, hein. Complètement. On disait, il y a un feeling Tarantino, il y a un feeling Big Lebowski, il y a ça dedans, quoi. Mais à lui, avec sa propre manière d'appréhender ses scénarios qui sont effectivement tout le temps avec des showstraps permanentes, fait que il adore tout le temps surprendre les gens, c'est vraiment fabuleux, quoi. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement délirant, je dois dire, The Nice Guys, c'est un buddy movie spectaculaire, un polar explosif doublé d'une comédie irrésistible, un super duo de stars en roue libre. C'est vous qui avez tabassé mon père ? Non, il m'a pris en traître. C'est pas pareil. Mais t'inquiète pas, c'est pour de l'argent qu'il a fait ça. En plus de taper sur des mecs, tu te fais payer ? Ouais, c'est triste. C'est vraiment ton métier ? Ouais. C'est pas vrai. Et si- Alors, combien ça coûterait si je voulais que tu tabasses ma copine Janet ? Quoi? T'as combien sur toi? 30 billets. 30 billets. la tarte aux Elle est pommes, baraquée. Elle est grande et Viens, je te dis, super prends. énervante. La tarte aux Toujours pommes. méchante avec moi. $30, ok, Très bon. aucun On a de la problème. conversation. Voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête, telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du Graal cinématographique, en espérant vous avoir convaincu de découvrir The Nice Guys, disponible sur Netflix. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc. Salut Yann, salut tout le monde. Et bonjour chez vous. Vous pouvez retrouver Cult Fiction sur YouTube et sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa, Podcast Addict et Apple.